Bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle conférence en ligne autour du dernier numéro d'Il est vivant et de l'encyclique Laudato Si qui fête cette année ses 5 ans dans un contexte de crise mondiale majeure. Donc, nous avons la joie d'accueillir Adeline et Alexis Voisard. Et si vous le voulez bien, nous allons commencer en nous confiant au Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Laurence de Louvancourt, la rédactrice en chef du magazine Il est vivant, qui organise cette soirée en partenariat avec la librairie de l'Emmanuel. J'ai la joie d'accueillir ce soir Adeline et Alexis Voisard, qui sont intervenus dans le dernier numéro d'Il est vivant et qui sont également les auteurs de 3 ouvrages, Comment sauver la planète à domicile, l'art de vivre selon Laudato Si aux éditions de l'Emmanuel. Je sauve la planète à domicile, mon cahier coach Laudato Si aux éditions Casar. Et le petit dernier qui vient de sortir, Petit héros de la planète, mes 21 défis super écolos, Laudato Si pour les enfants aux éditions l'Emmanuel. Bonsoir Alexis et Adeline. Bonsoir. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de répondre à cette invitation. Et est-ce que vous pourriez vous présenter pour commencer? Eh bien oui, avec joie. Donc Alexis et Adeline Voisard, comme vient de le dire Laurence. Nous habitons à côté d'Angers. Je suis dirigeant consultant en ressources humaines. Et moi, j'ai la joie et la fatigue, mais surtout la joie de m'occuper de nos 5 enfants qui ont entre 2 et 12 ans et de faire l'école à la maison aux aînés. On peut vous dire qu'on est membre de la communauté de l'Emmanuel et effectivement, on est là devant vous ce soir parce qu'on a vécu une conversion écologique à la suite de la lecture de l'encyclique du pape Laudato Si, ce qui nous a amené aussi à écrire les 3 livres dont on vient de parler, dont le petit dernier écrit avec nos 2 grands, un livre pour enfants. Et alors, je vous remercie, mais pour l'instant, on ne vous voit plus à l'écran. J'espère que ça va revenir. On est là. Alors, merci beaucoup. En tout cas, je précise que dans une deuxième partie, il y aura un question-réponse. Donc, n'hésitez pas à penser à des questions au fur et à mesure de la soirée. Vous pourrez les poser dans la deuxième partie à Alexis et Adeline, qui se feront un plaisir d'y répondre. Donc, effectivement, Adeline et Alexis, vous avez commencé à le dire, il y a quelques années, vous avez choisi de changer de vie, amorcer un changement de vie. Et quel a été l'élément déclencheur de ce changement de vie? Ah, vous voilà de nouveau. Alors peut-être, avant de répondre précisément à la question, vous dire un petit peu d'où on vient. Donc Adeline nous a un peu situé. Nous, on est le produit d'une génération qui est celle de la grande consommation, où finalement nos parents nous ont éduqués dans ce registre-là, bien évidemment. Et sans juger, c'est comme ça qu'on a grandi, sans questionner ce modèle qui est celui de nos familles, tout simplement. Et en ce qui me concerne plus particulièrement, mes parents ont fait toute leur carrière mon père dans le nucléaire, ma maman dans le pétrole. Et donc, l'écologie, pour nous, c'était un vrai sujet de défiance dans la famille. C'était un vrai sujet très politisé, où l'écologie, c'était les menaces de mort de Greenpeace auprès de mon père. Et donc, c'était vraiment un sujet de défiance qu'on repoussait volontiers. Et donc, il y avait tous cette arrière-pensée autour de ce sujet. Et le premier déclencheur, en fait, ça a été sans doute de voir finalement des gens autour de nous, des amis qui se saisissaient de ce sujet. C'était avant la sortie de l'encyclique Laudato Si, et qui nous interpellaient un petit peu en tant que chrétiens sur notre cohérence de vie. Et donc ça nous questionnait un petit peu, même si encore une fois, vous l'avez compris, c'est un sujet qui nous agressait un petit peu. Et puis à la sortie de Laudato Si, à sa publication, l'encyclique a vraiment réconcilié en nous cette question de l'écologie entre la dimension environnementale, humaine et spirituelle, et de comprendre que tout était lié,
d'un coup, ça faisait sens pour nous et des choses se réconciliaient. Et puis, concrètement encore, il y a eu dans la foulée le film Demain de Mélanie Laurent et Cyril Dion, que vous avez peut-être vu, qui nous a très concrètement mis en mouvement. On est rentré chez nous le soir avec un grand désir de s'y mettre et on savait pas forcément par quelle boule prendre. Et donc, on s'est jeté, on a posé nos premiers gestes. Ça a été le premier déclencheur. Ensuite, il y a eu un deuxième déclencheur plus récent. Il y a à peu près 1 an et demi, on habitait Paray-le-Monial depuis quelques années. Et à peu près en même temps, Alexis s'est découvert une maladie de la thyroïde qui l'a mis KO, qui lui a imposé un arrêt de travail assez long. Et il a aussi perdu son travail. Donc, ça nous a questionnés, notamment sur nos rythmes de vie. Et on a posé le choix de quitter Paray-le-Monial pour aller vivre un an à la campagne. Voilà, un vrai déclencheur dans ce changement de vie. D'accord. Et justement, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi a consisté ce changement de vie et en quoi consiste-t-il encore aujourd'hui? Alors, je dirais que ce changement de vie a commencé, un peu comme le disait Alexis, d'abord en sortant du film Demain, on est rentré chez nous, on s'est mis sur l'ordinateur à chercher comment commencer à devenir écolo. Enfin, en gros, c'était à peu près ça. Et donc, on a commencé à poser des petits pas qu'on a voulu poser quand même dans cette dimension intégrale. D'abord des petits pas purement environnementaux, de type recycler nos déchets, se mettre à acheter local, moins emballé, économiser les énergies, moins prendre la voiture, etc. Mais aussi dans une dimension humaine, de type, au lieu de s'arrêter sur une aire d'autoroute quand on fait un long voyage, on va regarder sur le trajet chez qui on pourrait s'arrêter et prendre le temps, demander son prénom à un SDF, ou enfin sur la dimension plus spirituelle. Par cette conversion, on a vraiment eu un nouveau regard sur la nature, sur ce qui nous entoure, et donc on est rentré dans une plus grande gratitude. On n'hésite pas à prendre des temps de louange, des temps de contemplation dans la nature. Voilà, c'est important pour nous. Il y a aussi eu des choix plus structurants aussi qui ont motivé notre changement de vie au moment de justement de se questionner, comme le disait Adeline, sur notre choix de vie. À un moment donné, on a eu ce besoin de se reconnecter un petit peu à la nature, de s'en rapprocher. Donc, on a choisi de vivre une année dans un petit village de montagne. Le choix de mon travail également, quand j'ai eu à re-questionner mon travail, finalement, de trouver un travail qui avait plus de sens pour moi et qui répondait finalement à là où je me faisais du bien, là où je faisais du bien autour de moi, tout simplement. Et puis, par exemple, un autre exemple concret assez structurant, lorsque pour nos enfants, on a fait le choix, en tout cas pour nos 2 aînés, de vivre l'école à la maison, notamment pour notre collégien, et de se dire que ça allait être bon pour eux en particulier. Et plus on approfondit en fait ce sujet de l'écologie, notamment aussi à travers ces choix un peu structurants, plus peut-être revient de façon évidente le fait que beaucoup de choses tournent autour de la question de la sobriété, voilà, et notamment par finalement la sobriété autour des rythmes de vie. Et je crois on fait tous un peu l'expérience, il suffit de regarder nos rythmes de vie ou la société dans laquelle on vit et on court, que finalement il y a des choses qui ne sont pas complètement réglées, voilà. Et peut-être qu'on a besoin de se convertir soi-même et de convertir un peu notre société à cette question du rythme. Il faut le voir, on peut le voir vraiment dans le contexte qu'on vit autour du Covid, dans les burn-out dans les entreprises. Enfin voilà, on se voit courir un peu du matin au soir. Et donc ça, c'est une vraie question pour nous. Et on a pu goûter finalement très très concrètement à travers ces petits pas et puis nos choix de vie à retrouver peut-être un rythme plus équilibrant pour nous et pour notre famille. Vous pourriez nous parler un petit peu de ce fait de ralentir. C'est un thème qui devient très à la mode. Ça a consisté en quoi pour vous? Comment avez-vous procédé? Parce qu'il y a la vie et la vie, donc c'est une course permanente. Donc, comment réussir à ralentir dans une vie de famille très, très riche et très dense? Oui, effectivement, c'est pas simple parce qu'on est vite repris par le rythme de vie. Je dirais que ce qui est clé, en tout cas pour nous, c'est d'essayer d'être présent au présent, d'être présent à ce qu'on fait, de vivre le temps présent dans des toutes petites choses. Ça peut être je suis en train de faire du repassage, et au lieu de penser à autre chose, à la prochaine tâche, voilà, enfin toutes sortes de pensées, me dire je me rends présente à la tâche ménagère que je suis en train de faire et je lui donne aussi du sens. Ça peut être réciter un Je vous salue Marie pour les personnes pour qui je suis en train de repasser, ou quand je suis en train de discuter avec mon enfant, avec mon mari, et que je sens que j'ai une notification sur mon téléphone, de m'efforcer de rester dans la conversation et pas me précipiter sur mon téléphone. Donc ça se loge vraiment dans les petites choses et d'essayer de rester présent. Après, ça se loge aussi dans les plus grandes choses, comme se dire je vais pas prendre la voiture tout le temps, je vais marcher parce que je sais que ça me fait du bien.
même si ça me fait perdre du temps, entre guillemets, ou dans des grands choix de vie comme celui de prendre un an pour chercher du travail, comme on l'a fait l'année dernière. Mais je dirais que ça se fait d'abord dans les petits choix de vie, dans le quotidien. Alexis, tu as quelque chose à ajouter sur ce thème? Ouais, dans le même type d'exemple, mais mon quotidien professionnel, c'était arriver le matin, repartir le soir, être en réunion toute la journée, et si je n'étais pas en réunion, être sur mes mails, et ne jamais quitter ça. Donc, ne plus avoir le temps finalement pour une pause, pour vraiment prendre le temps de manger, pour vraiment prendre le temps de m'arrêter. Et donc, finalement, réapprendre à m'obliger à ça. C'est aussi simple que de me lever, de m'interdire finalement de m'y remettre tout de suite. Voilà, et aujourd'hui de me réconcilier aussi un peu avec mon corps, puisque mon corps, comme vous l'a dit Adeline, m'avait un peu rattrapé. Ça a été une façon aussi pour moi de m'écouter et de l'écouter davantage, et de me rendre compte que là, il y a quelque chose qui me rattrape et qu'il faut que j'écoute. Et voilà, effectivement, comme le dit Adeline, à un moment donné, quand je vais chez un client, c'était le cas encore hier, où c'est à une demi-heure de marche, un quart d'heure en vélo, 2 minutes en voiture. J'ai le choix. J'ai le choix. Voilà. Et est-ce que j'y vais en voiture? Est-ce que j'y vais en vélo? Est-ce que j'y vais à pied? Voilà, ça dépend bien sûr de mon agenda, mais ça dépend aussi et d'abord de l'espace que je me laisse pour vivre ça, en fait. Ça dépend d'abord de nos choix. Et j'ai envie de vous demander comment vos enfants le vivent. Est-ce que vous en discutez avec eux? Est-ce qu'ils sont engagés dans la même démarche? Oui, peut-être l'élément le plus frappant, ça concerne le choix qu'on a posé de l'école à la maison. Donc, initialement, on a posé ce choix-là lorsqu'on était en Auvergne, dans ce petit village, où peut-être le sujet de l'école était un peu plus compliqué, moins accessible, notamment pour notre collégien. Donc, on a fait ce choix assez naturellement avec le CNED. Et lorsqu'on est arrivé à Angers, bien évidemment, on a l'embarras du choix sur les établissements scolaires. Et on avait inscrit nos enfants, on habite dans la proche banlieue d'Angers, la première couronne d'Angers. Et on avait fait le choix pour nos enfants, on les avait préinscrits dans des collèges et écoles à Angers. Et puis à un moment donné, on s'est dit, mais finalement, à quoi on tient pour eux? Et on s'est rendu compte que si ils allaient traditionnellement, finalement, comme prévu, s'inscrire dans un collège au centre d'Angers, et ben c'était 45 minutes de bus. C'était donc se lever tôt le matin, alors j'ai envie de dire comme tout le monde, hein, comme tous les élèves, c'était rentrer tard le soir, c'était rester à la cantine, c'était avoir des devoirs le soir quand ils rentrent. Et donc, en posant un choix différent, la réalité aujourd'hui qu'on vit, dont on peut témoigner, c'est qu'ils se lèvent à 7h30 comme quand ils n'ont pas envie de se lever parfois un peu plus tard parce qu'ils sont fatigués. C'est qu'on écoute davantage leur rythme, c'est qu'Adeline va leur dire là il fait beau, on va plutôt aller se promener et maintenant et on travaillera plus tard. Ils n'ont pas de devoirs à 16h30. Ils peuvent prendre le temps de cuisiner avec leur maman ou avec leur papa. Ils peuvent prendre le temps de faire des activités extrascolaires en nombre, en quantité. Donc finalement, ils exercent et leur intelligence, et leur corps, et leur cœur, ce qui pour nous est une belle chose à vivre. Et on le voit vraiment chez eux. Et on en discutait encore hier en voyant chez notre aîné à quel point finalement beaucoup d'éléments de stress l'avaient un peu quitté et qu'il était beaucoup plus en paix avec son propre rythme. Là où il nous rappelait que il y a encore 1 an et demi, 2 ans, il était sur sa montre tout le temps et que ça, il s'en était un peu dépollué. Quoi. Et donc, finalement, on se dit, ça, c'est juste et bon quoi, pour lui. Combien de temps ça durera, on n'en sait rien. Est-ce que l'année prochaine, il sera à l'école, c'est pas exclu. Donc, on n'en fait pas un absolu, mais pour autant, on croit qu'il y a quelque chose de bon là-dedans. Et quelles ont été vos principales difficultés dans ce changement de vie? Alors, pour reprendre sur le sujet des enfants, je ne dirais pas que c'est une difficulté, mais que c'est un vrai défi. En tout cas, une vraie vigilance à avoir, c'est d'être à l'écoute de leurs attentes d'enfants dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Là, j'ai un exemple encore aujourd'hui. Ma fille a vu sa petite voisine et elles ont passé un petit temps ensemble et elle est revenue en me disant elle vient d'avoir une tablette pour Noël, elle l'a eu en avance. Voilà, on voyait que ça lui faisait envie. Donc, c'est chouette, c'est des sujets de discussion. Ça peut nous arriver de craquer pour leur acheter un truc qui est hyper à la mode quand on sent que c'est important pour eux. Puis voilà, l'objet de discussion pour que je pense qu'ils les comprennent bien. On voit aussi, comme nos enfants sont au CNED, on connaît par cœur le programme scolaire, au moins pour les classes de l'année dernière et celles de cette année, et on voit qu'ils sont très très formés aussi à la dimension environnementale de l'écologie. Donc en tout cas, ils entrent bien dans la démarche, ils comprennent bien les enjeux. Après, peut-être autre exemple, un vrai sujet qui revient, parce que c'est une tentation du cœur de l'homme, j'ai envie de dire, c'est la question de l'accumulation des biens.
C'est très sécurisant d'accumuler des biens, c'est très sécurisant de faire des achats, c'est très sécurisant de s'acheter des vêtements pour des bonnes ou des moins bonnes raisons ou autre chose, des cadeaux, etc. Finalement, pour avoir vécu une année un peu au vert où finalement les magasins étaient quand même loin, voire très très loin, en fait, c'est une réalité dont on s'est vraiment affranchi massivement. Alors, ça reste toujours un lieu j'ai envie de dire, de challenge, un lieu de défi, parce que la tentation n'est jamais loin. Mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'on peut vraiment lâcher prise là-dessus et puis lâcher tout simplement. La difficulté, elle est dans la vigilance à avoir pour être toujours un peu radicaux dans le bon sens du terme, hein, mais de ne pas tomber dans une certaine paresse, une certaine facilité. Typiquement, on a emménagé ici il n'y a pas très longtemps, on doit faire des travaux. Et quel artisan on va choisir, quel matériau on va choisir. Pratiquement à chaque achat se pose cette question. Si on doit racheter une voiture, déjà, est-ce qu'on va racheter une voiture ou pas? Est-ce qu'on va tenir longtemps avec une seule voiture? Si on la rachète, quel modèle on choisit? Oui. Et puis peut-être pour être complet sur la réponse, un dernier point de difficulté. En fait, aussi, bien évidemment, le regard des autres. Parce que force est de constater, ça c'est peut-être une des choses qu'on a mis du temps à comprendre, que lorsqu'on parle de ce sujet de l'écologie aux autres, et honnêtement, on n'a pas le sentiment d'être très dogmatique sur le sujet, en fait, on se rend compte qu'on n'arrive pas, en fait, le dialogue d'intelligence à intelligence, en fait, ne fonctionne pas. Parce qu'on est peut-être un peu prisonnier de nos schémas, comme je le disais en introduction par mon histoire, de l'image qu'on a aussi de cette question-là. Encore une fois, un peu politisée et un peu parfois un peu schématisée. Et donc, à un moment donné, c'est vraiment, on avance sur ce sujet dans une conversion du cœur, en fait. Et cette conversion du cœur, c'est pas nous qui allons vous en convaincre qui que ce soit. C'est pas nous qui allons, à la force de nos discours, faire en sorte que chacun va dire oui, mais bien sûr, c'est évident. Donc, force est de constater que quand on échange simplement de cette question avec d'autres qui nous entourent, on nous regarde d'abord avec des yeux un peu ronds en disant c'est qui ceux-là, ils sont peut-être un peu fous, quoi. Voilà. Donc alors que on s'estime pas, on s'estime radical dans le désir, mais on s'estime pas radical dans les faits, quoi. Justement, c'était un peu ma question suivante. Comment a réagi votre entourage proche? Est-ce qu'ils ont compris? Est-ce que certains vous ont suivi même? Est-ce que… Alors oui, j'ai envie de dire, c'est comme quand, enfin oui. Qui sont là ici. Oui. Ça les intéresse. Non, d'abord ça interpelle, d'abord ça questionne, d'abord ça a du sens, d'abord ça rejoint des choses qui vibrent intérieurement chacun, donc quelque part ça rend les choses accessibles aussi. Voilà, c'est simple, c'est voilà. Donc quelque part un témoignage peut permettre de faire d'interpeller chacun. Après, ça reste parfois aussi, pour un certain nombre de nos familles, forcément un sujet crispant, où ils peuvent se sentir jugés, malgré nous, j'ai envie de dire, mais peut-être à cause de nous, ils peuvent se sentir jugés, ils peuvent se sentir questionnés. Et de fait, nos registres de vie sont assez différents dans nos familles, finalement, avec des choix qui sont assez différents, un rapport aux objets qui est différent, un rapport à l'argent qui est différent, un rapport au travail, un rapport à la réussite qui est différent aussi. Donc, tous ces sujets sont forcément des sujets, je pense que chacun le vit dans sa famille, mais qui sont des sujets qui peuvent être de crispation, voilà. Donc, ils ont réagi ou pas réagi parfois. Adeline, tu as quelque chose à ajouter peut-être? Non, je suis d'accord. Ils ont été délicats. On se connaît bien, on sait ceux que ça crispe, ceux que ça intéresse. On n'hésite pas à nous poser des questions, donc ça c'est chouette. Et justement, je vois que personne n'a osé poser de questions encore, donc n'hésitez pas à poser des questions en allant dans l'onglet « Questions » qui se trouve en haut à droite de votre écran. Et vous pouvez d'ores et déjà poser des questions pour la deuxième partie de l'émission, si je peux dire. Et donc, en quelques mots, quel est ce nouvel art de vivre auquel nous invite l'encyclique Laudato Si et puis également Fratelli Tutti? Oui, tout à fait. C'est bien de parler de Fratelli Tutti. Effectivement, deux encycliques qui vont bien ensemble. Pour nous, il y a trois dimensions en fait qui sortent d'abord de l'encyclique Laudato Si et puis qui se succèdent, se complètent. La première, c'est la contemplation et la gratitude. C'est vraiment observer le monde, la création et se rendre compte que tout est cadeau, tout est gratuit,
tout est beau, tout est fragile aussi. La deuxième dimension, c'est la sobriété joyeuse, en fait. C'est ce qui découle de cette contemplation de la gratitude. Dire, en fait, je remarque que tout est cadeau, que tout est fragile, et j'ai envie d'en prendre soin. J'ai envie et pour ça, de me concentrer sur l'essentiel, de vivre sobrement, de prendre soin de ce qui nous a été donné, ce qui nous a été donné à la fois comme création, mais aussi des créatures, qui sont aussi dons de Dieu. Ça passe par le fait de se désencombrer, de sortir de cette culture du déchet dont parle le pape François, de poser des choix pour vivre sobrement. Le troisième thème, c'est celui de la civilisation de la rencontre, qui ressort beaucoup déjà dans l'appel du pape, dans la Laudato Si, et forcément qui se prolonge là pour le coup, dans Fratelli Tutti, la dernière encyclique. On est vraiment sur cette question de la fraternité universelle, de l'amitié sociale, et dans la Laudato Si, c'est vraiment ça. C'est finalement comment à un moment donné je prends soin des autres, et notamment du plus pauvre, quoi. Comment le plus pauvre finalement est une option préférentielle pour moi. Et nous faire reprendre conscience, le pape l'évoque vraiment, que finalement le plus pauvre, c'est la première victime de cette crise écologique. On parle beaucoup de la différence entre les pays, mais il y a vraiment cette question qui est centrale. Et dans Fratelli Tutti, on vous invite à la lire si vous ne l'avez pas déjà fait, mais il y a vraiment, bien évidemment, la question de la fraternité universelle, encore une fois, et de l'amitié sociale. Avant cette encyclique Fratelli Tutti, le pape François a répété plusieurs fois que son encyclique Laudato Si était d'abord une encyclique sociale, avant d'être une encyclique écologique. Tout à fait. Donc, voilà, encore une fois, l'environnement, l'homme et Dieu. Merci beaucoup. Alors, beaucoup pensent que tout ceci, c'est très beau, mais ce n'est pas pour eux, parce que c'est trop prise de tête, c'est trop compliqué. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ce soir? Qu'est-ce qu'on peut leur répondre pour les encourager à au moins poser des petits pas? Alors c'est vrai que souvent quand on prend la parole, on nous dit souvent, mais non, mais en fait c'est trop cher, c'est trop compliqué, j'ai des enfants, c'est pas possible, j'ai pas le temps. Voilà, en fait il y a plein de bonnes raisons, ou d'a priori on pourrait dire, derrière cette question-là. Et plutôt que de répondre en disant on va vous démontrer par A plus B dans quoi c'est pas vraiment cher, parce que vous pouvez trouver ça sur Internet, qui sera parfaitement démontré, notre approche c'est plutôt de dire oui, il y a un choix à poser radical. Et c'est un choix à poser qui est un choix avec ses contraintes, avec ses limites. Et je crois que la sobriété dont on parle, c'est une sobriété qui passe par la limite, justement. Et ici, en fait, ça paraît vraiment inaccessible comme ça, c'est parce que, quelque part, il y a ce choix radical sans doute à poser, qui est, on le croit aussi, le choix du chrétien, quoi. On aime beaucoup dire souvent que finalement, en tant que chrétien, on croit vraiment qu'on a à se convertir sur ce sujet de l'écologie parce que tout est lié, parce que on a plusieurs fois entendu certains dire que Laudato Si, c'était vraiment la doctrine sociale de l'Église pour notre temps, quoi. Et en fait, quand on regarde ce thème, on touche à tous les sujets, on touche à la question du pauvre, on touche à la question du travail, à la question du rythme, à la question du corps. On touche en fait à beaucoup de sujets qui sont centraux dans nos vies de chrétiens. Donc, à la fois, on dit que en tant que chrétien, on a sans doute à se convertir urgemment à ce sujet de l'écologie. Et en même temps, tout ça, faut pas se tromper d'objectif. Au final, c'est pour notre conversion à la sainteté tout court, quoi. Et qu'au final, c'est un élément de notre conversion à la santé et à la sainteté, et ça ne doit pas devenir une idole, en fait, en tant que tel. Donc oui, c'est, on va dire, coûteux et contraignant, et en même temps, on pense qu'on y est profondément appelé en tant que chrétien, voilà, de façon exigeante. La vie chrétienne est exigeante. C'est toujours plus facile de rester devant Netflix que d'aller sonner chez un voisin qui est seul, de passer son dimanche tranquille à la maison plutôt qu'aller à la messe. Voilà. Donc effectivement, il y a cette radicalité. En même temps, on peut tous dire que lorsqu'on a fait ce petit effort de charité plutôt que rester entre nous, on a senti de la joie, quoi. Et nous, c'est ce qu'on a vécu avec notre conversion écologique. C'est qu'à chaque fois qu'on posait un petit geste qui peut paraître contraignant, déjà très vite, ça devenait une habitude. Donc c'était plus une contrainte. Et puis vraiment, on sentait cette joie qu'on a, qu'on vit quand on fait des petits pas dans notre conversion à la sainteté. Il y a autre chose qu'on aime bien aussi dire aux personnes qui en parlent d'écologie, c'est de donner un peu 5 petits conseils, 5 attitudes pour vivre cette conversion avec une attitude de cœur qui soit juste, qui soit bonne, pour pas tomber dans certains écueils. La première, en fait, comme des petites conditions, quoi. La première condition qu'on aime bien donner, c'est de pas viser trop haut. Par exemple, c'est très à la mode de viser le zéro déchet.
c'est très, très exigeant, c'est impossible en fait. Donc, on aime bien dire de ne pas viser trop haut, de commencer petit à petit pour ne pas se décourager déjà. La deuxième petite condition, c'est de ne pas juger, de ne pas se juger, de ne pas juger les autres, chacun son chemin. Nous, on peut le dire, hein, tous les deux, on est plus avancés que certains, mais bien moins que d'autres. Donc, à chacun son chemin, et voilà, essayons d'avancer sans juger les autres. La troisième petite condition, ce serait de rester humble, de se rappeler, surtout pour nous chrétiens, qu'on ne va pas sauver le monde. Hein. On a écrit un livre qui s'appelle « Comment sauver la planète à domicile ». Voilà, c'est du second degré quand même. Hein. Il n'y a qu'un seul sauveur, c'est le Christ. Donc, voilà, restons humbles, posons des petits choix, faisons comme un peu la parole du Christ, nous n'avons fait que notre devoir dans la parabole. Quatrième petite condition, c'est de garder l'espérance, de croire vraiment qu'un petit geste peut tout changer. Le pape le dit dans l'encyclique Laudato Si, et vraiment croire qu'un petit geste porte du fruit, au-delà de ce qu'on peut voir, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Déjà parce qu'il nous convertit, parce qu'il nous procure de la joie, donc parfois on sent même le fruit, mais vraiment garder l'espérance. Et la dernière, c'est de rester dans la joie, de veiller à ce qu'on soit toujours dans la joie, cette conversion. Si on se rend compte que poser tel ou tel petit acte nous met dans la tristesse, nous met en colère, nous faire sentir de la rancœur, que sais-je, bah c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas ajusté, qu'on a voulu aller trop vite, qu'on s'est mis la pression, qu'on s'est mis à juger, qu'on a été trop exigeant, qu'on a manqué d'humilité. Mais voilà, ça doit être un critère, quoi. Est-ce que ça me met dans la joie de poser ce geste? Sinon, bah peut-être que c'est pas le bon geste pour moi, ou peut-être qu'il faut que j'aille en reculant. Je peux donner un exemple. Quand on a eu un bébé, et ben on s'est mis à prendre la voiture en hiver quand il fallait aller à la crèche, alors que c'est un quart d'heure, 20 minutes à pied, donc c'est faisable. Mais bon, en plein hiver avec un bébé, voilà, c'était pas raisonnable. Ou quand on est trop fatigué, si on achète un paquet de gâteaux industriels, c'est pas la fin du monde, quoi. Faut aussi être un peu détendu et voilà, veiller à rester dans cette joie. Et avoir du bon sens. Ouais. En synthèse, on pourrait donner plein de gestes, plein de premiers gestes, mais le premier geste, il appartient un peu à chacun. Donc, c'est pour ça qu'on préfère répondre, même si c'est peut-être moins concret, mais avec une disposition du cœur, quoi. Une vraie exigence, une vraie radicalité, et en même temps une vraie disposition de cœur qui ouvre un chemin qui nous paraît plus juste, quoi. Voilà. Et une dernière question, un petit peu trop personnelle, mais est-ce que vous avez senti que ça changeait aussi quelque chose dans votre relation à Dieu? Vous n'êtes pas obligé de répondre, si c'est trop compliqué. Oui, je pense qu'on est déjà beaucoup plus dans la gratitude envers Dieu pour plein de choses, même les épreuves qu'on a vécues quand Alexis a perdu son travail, toute sa santé. Je pense que cette conversion écologique déjà nous a aidé à poser des choix qui nous ont mis dans la joie, et puis à vivre ça vraiment avec la certitude que tout est cadeau, quoi. Oui, et puis c'est se rendre compte de notre petitesse, vraiment, qu'on n'est que créature. Regarder aussi Dieu à la fois dans la création et vraiment s'émerveiller de ça. Et là, pour le coup, on vous invite vraiment tous à faire cet exercice-là. 35 minutes pour regarder le ciel. Voilà, vraiment faire cet exercice. Je pense qu'on a tous pu le vivre pendant le confinement peut-être. Et puis aussi voir le Christ dans l'autre. Alors on le dit, c'est des choses qu'on sait. Tu peux voir Jésus dans l'autre, dans ton frère. Tu peux voir Jésus dans le pauvre, etc. En fait, si vraiment on croit que tout est lié, finalement, alors d'un coup, ça devient. Enfin voilà, vraiment. Ça devient vraiment beau, quoi. Ouais, voilà, exactement. Eh bien, un grand merci à tous les deux. Et il y a pas mal de questions qui sont arrivées entre-temps. Alors, on va commencer par Sophie qui vous demande: est-ce que vos enfants arrivent à avoir une vie sociale sans école? Alors, ce n'est pas tout à fait sans école quand même. Et comment gérez-vous les jeux vidéo avec eux? Timothée, 14 ans. Je ne sais pas ce que c'est. Merci Timothée et Sophie. Pour les jeux vidéo, c'est simple, c'est rapide, on n'en a jamais eu, ils n'en demandent pas, on a peut-être de la chance. J'ai une anecdote. Une anecdote. Jeune, j'ai joué aux jeux vidéo, pas de façon excessive, mais j'ai joué aux jeux vidéo. Et donc, marié, j'ai joué aux jeux vidéo. Et donc, à un moment donné, comme un certain nombre de personnes de nos âges, mais finalement, on a pu constater que nos soirées, c'était Adeline devant la télé et moi devant les jeux vidéo. Et à un moment donné, pour nous, on a compris qu'il fallait qu'on arrête la télé et qu'on arrête les jeux vidéo. Et donc, j'ai arrêté les jeux vidéo et on a vendu notre télé.
Donc, ça a été très radical, mais c'était notre façon à nous de nous garder parce qu'on se rendait compte qu'on n'était pas libre par rapport à ça, là où d'autres arrivent à éteindre la télé, éteindre les jeux vidéo plus facilement. C'était pas notre cas. Et donc aujourd'hui, j'ai une conviction. Je suis un peu malheureux pour mes enfants parce que j'ai quand même pris du plaisir dans l'exercice, mais que, finalement, si on commence, on a du mal à s'arrêter. Surtout que les jeux de notre époque ne sont pas les jeux d'aujourd'hui, où là, c'est des jeux en ligne et les jeux en ligne provoquent beaucoup de choses et ils sont en fait sans fin. Voilà. Donc c'est le propre du jeu vidéo, c'est que le jeu vidéo ne s'arrête jamais, pour faire simple. Donc là-dessus, on est un peu radical. Voilà. Bon. Et par rapport aux enfants, donc la vie sociale des enfants. Alors, ce qui est plus compliqué, là, c'est la période de confinement, Covid, Ouais. qui limite vraiment les relations quand ils n'ont pas d'école. Heureusement, on a des voisins qui ont des enfants du même âge, donc voilà, ils peuvent quand même voir les voisins. Mais sinon, ils font, en fait, comme ils font tout le programme scolaire dans des heures limitées, ils n'ont pas de devoirs le soir. Donc, ils font du scoutisme, ils font du tennis, du théâtre, de la danse, de la gym, de la musique. Donc, il manque pas de relations sociales avec les jeunes. C'est différent d'être à l'école, mais… D'accord. Alors, il y a une autre question. Avez-vous des tuyaux pour activer votre voisinage, votre quartier, pour plus d'entraide et moins d'anonymat? Bon, là, c'est peut-être un petit peu compliqué parce que vous venez d'arriver dans votre quartier et en plus, il y a le confinement. Mais peut-être vous pouvez répondre à partir de vos expériences précédentes. À la fois, donc on a vécu dans pas mal d'endroits, que ce soit des centres-villes de très grandes villes, ou que ce soit le centre-ville de Paray-le-Monial, ou que ce soit le centre-bourg d'un tout petit village, ou que ce soit aujourd'hui dans un lotissement, pour faire simple. Donc à chaque lieu sa réalité. Voilà. À chaque lieu sa réalité, à chaque lieu son voisinage, à chaque lieu ses codes, son rapport au sujet. À la campagne, c'est frappant de voir que c'est vraiment pas un sujet, ou du moins c'est bon. Le lotissement, on découvre, c'est plutôt finalement chacun chez soi. Hein, c'est plutôt ça l'ambiance. Et bon, de fait, on a ce désir d'aller créer la civilisation de la rencontre, ou la vivre. Donc on a timidement commencé en essayant déjà d'interpeller le voisin quand il passe, de se donner nos prénoms. On a bien l'intention de mettre à profit le temps de l'Avent et de Noël pour malgré tout peut-être rentrer en relation avec les voisins aussi de la rue, mettre un petit cadeau dans la boîte aux lettres, faire un petit quelque chose. Donc en fait, il y a mille façons de faire. Il faut être très inventif par rapport à ça, mais je crois qu'il y a un beau défi qui est un peu coûteux en termes de sortir de soi-même. Ça demande de s'exposer, mais qui peut être extrêmement fécond, quoi. Donc on a le grand désir, parfois on a nos limites qui nous rappellent t'es sûr que t'oses, mais à chaque fois qu'on ose, on est heureux. En tout cas, on a vraiment vu que 99% des gens sont heureux qu'on vienne sonner chez eux, se présenter, proposer nos services. Très rares sont les gens… alors là, il y a la situation du Covid, donc certains peuvent encore plus que d'habitude être dans la peur, mais ils sont quand même pas la majorité. Il y en a beaucoup qui ont soif de cette rencontre, puis beaucoup qui sont très seuls en fait. Et ça me fait penser à une autre dimension qu'on n'a pas abordée, c'est-à-dire cette conversion écologique que vous avez entreprise, c'est aussi une façon d'entrer dans la mission finalement. Parce que l'écologie, c'est un champ missionnaire extraordinaire. C'est très juste, très juste. C'est vrai que ça fait partie des sujets qui sont vraiment des sujets de dialogue avec le monde. Il suffit de le voir dans l'actualité et dans tous les sujets. Là aussi, notre grande conviction, c'est que les mouvements écolos non chrétiens, donc qui n'ont pas forcément le même référentiel que nous et qui, même parfois, peuvent être sur des registres qui nous paraissent contradictoires, déjà ont beaucoup de choses à nous apprendre, beaucoup de choses à nous enseigner, parce qu'on ne peut pas dire que les chrétiens soient très en avance sur cette question, si on est un peu schématique. Donc, ils ont beaucoup à nous enseigner, et effectivement, on a une voix aussi peut-être originale à porter, notamment la voix de l'espérance. Là où, voilà, dans les mouvements écolos, sans Dieu, c'est parfois plus difficile de trouver l'espérance, même s'il y a de très belles choses qui se vivent. Donc oui, on croit que c'est un vrai beau sujet de dialogue avec le monde. Donc allons-y, même si c'est pas forcément nos codes, c'est pas forcément facile, c'est pas forcément accessible, mais c'est encore une fois l'audace de la rencontre qui parfois est déstabilisante, déséquilibrante. Voilà. Et appuyons-nous les uns sur les autres pour ça. Ouais. Et est-ce que vous avez peut-être un exemple d'une rencontre que vous n'auriez jamais faite sans cette démarche de conversion écologique ?
On a eu la chance de pouvoir parler de nos livres à une association de permaculture à la campagne où on a habité l'année dernière. C'était une maman de l'école en fait qui a su, je ne sais pas comment, parce qu'à la campagne, je pense que les choses se savent vite. Elle a su qu'on avait écrit des livres sur l'écologie, donc on l'a quand même dit que c'était chrétien, voilà, pour qu'elle soit pas trop surprise. Et en fait, enfin, voilà, on a été invités quand même et on a pu parler d'écologie et parler aussi de la dimension chrétienne de l'écologie à tout un public pas du tout chrétien, et qui nous a remercié à la fin, notamment pour le message d'espérance qui était nouveau pour elle. Ah oui. Ah, très bien. Alors, je vois qu'il y a une question à laquelle je vais peut-être répondre en partie. Quelle serait votre définition de l'écologie au sens chrétien? Qu'y a-t-il de différent? Alors, je me permets simplement de vous renvoyer, d'abord, je vais laisser Alexis et Adeline parler ensuite, mais au dernier numéro d'Il est vivant, où cette question est abordée. Voilà. Vous pouvez l'acheter sur la librairie de Manuel en ligne. Adeline, Alexis, à vous. La manière dont je le définis et où ça me parle, c'est vraiment l'écologie environnementale, humaine et spirituelle. Le rapport au créateur, à la création et aux créatures. Voilà. Et pour le coup, dans les mouvements écolos non chrétiens, souvent c'est la dimension environnementale seulement en fait, et pas la dimension humaine. Et on voit parfois dans leurs pratiques des choses qui peuvent nous choquer en termes de cohérence justement, par exemple autour des questions de fin de vie ou des questions d'avortement, où pour le coup ça peut nous choquer dans notre référentiel, le rapport à la vie. Pareil, quelque chose qui est très beau sur la dimension spirituelle, c'est de se rendre compte que toutes les personnes écolos qu'on a rencontrées, en fait, ont une profonde spiritualité qui prend des formes qui parfois sont très étonnantes ou parfois gênantes ou parfois un peu qui sont pas, encore une fois, nos registres et parfois même qu'on doit prendre avec prudence. Mais malgré tout, très beau de voir cette espèce ce désir de transcendance, en fait, qu'ils ne mettent pas en Dieu parce qu'ils ne le connaissent pas, mais nous, on voit qu'il y a Dieu qui est là et qui agit en eux. Donc, voilà, pour nous, l'écologie, c'est la dimension chrétienne de l'écologie, c'est environnemental, humain et spirituel. Voilà, la création, les créatures et le créateur. Tout est lié. Tout est lié. Alors, autre question. Pour le travail, quels ont été vos critères de choix? Le budget, les relations, la localisation? Dans quel ordre avez-vous placé vos critères? Pour le travail, c'est ça la question, hein? Oui, c'est ça. Quels ont été les critères de choix? Alors, comment ça s'est passé? Je vais essayer de pas faire trop long. En fait, à un moment donné, la question qui s'est posée, que je me suis posée, je pense que beaucoup, et je peux dire que beaucoup se la posent, c'est quoi le sens que je veux donner à mon travail? Voilà, c'est quoi ma mission? C'est quoi ma vocation professionnelle? C'est quoi ma contribution au monde? Voilà, j'ai conscience que ce que je fais, j'essaie de le faire bien, j'essaie de le faire en y mettant de l'intention, mais il y a des choses qui sont pas complètement réglées. Donc, j'ai fait un travail sur moi, accompagné sur c'est quoi ma vocation professionnelle. De là, ça a fait émerger quelque chose de très fort sur le sens que je voulais lui donner. Et alors, c'est poser la question du comment et où ça peut se déployer. Ça, pour moi, ça s'est passé autour d'une rencontre avec quelqu'un avec qui on a eu envie de se faire confiance, qui est le fondateur du réseau de conseillers en ressources humaines dans lequel je suis, qui s'appelle PerfHomme. Et donc, on a décidé de se faire confiance et que je devienne dirigeant d'une antenne régionale. Et alors, la question du où s'est posée. Il y avait déjà un certain nombre d'antennes en France, mais il restait des possibles. Et là, il m'a dit, écoute, tu as le choix, plante ton drapeau où tu veux, Grenoble, Montpellier, Lille, Rennes, choisis. Et donc là, avec Adeline, on s'est dit, comment on choisit? C'est des régions qu'on ne connaît pas, c'est des régions, etc. Et là, on s'est dit, en fait, c'est quoi notre projet familial? On se connaît assez pour avoir vécu dans des villes de millions d'habitants, de centaines de milliers d'habitants, de 10 milliers d'habitants ou de centaines d'habitants. On sait ce qu'on veut, on sait ce dont on a besoin. Et donc, assez naturellement, on a commencé à se dire, finalement, quelle est la taille qui est importante pour nous en termes de ville, en termes de gabarit, ce dont ont besoin nos enfants. On voulait être proche de la nature. On voulait être proche de la nature. Être un peu plus proche que l'année dernière
justement de toutes les activités extrascolaires, parce qu'ils en faisaient l'année dernière, mais pour certaines choses, c'était à 1 heure. On voulait, Proche des collèges aussi. on voulait avoir un rythme de vie qui soit juste, donc on puisse faire les choses à pied. Après, ça s'incarne dans des choses très simples. On sait par exemple que pour nous, par exemple, la médiathèque est quelque chose d'important parce que nos enfants y passent du temps et que c'est une vraie joie et donc on a trouvé un espace. Quand on a choisi Angers, on a regardé les communes où il y avait des choses pour nos enfants. C'était proche aussi de la nature pour qu'on puisse se promener. On a pris l'habitude de se promener. On essaie de le faire tous les jours, 1 heure tous les 2. Donc on puisse le faire, que ce soit beau, que ce soit pas juste la ville. Et après, peut-être juste pour donner un élément de réponse par rapport à la rémunération, parce que je ne sais pas si derrière ça, il y a cette question aussi qui se pose du rapport à l'argent. Le fait peut-être qu'on a toujours eu ce luxe en nous, je ne sais pas, d'avoir toujours un rythme de vie qui n'était pas complètement proportionné à notre rémunération. Donc finalement, par habitude et par code, voilà, on n'a jamais augmenté fondamentalement notre style de vie, nos besoins, si ce n'est le nombre d'enfants, etc., les fondamentaux. Voilà. Et donc, en conséquence, ça n'a pas été un effort pour nous que de réajuster notre grille de rémunération. Voilà, de passer d'être avec Pôle emploi, ça a des impacts, mais c'est possible pour nous. Et donc finalement, cet équilibre-là, il a été facile à poser. Là où, et je le vois tous les jours quand j'accompagne des personnes ou quand je recrute des personnes, certains sont un peu conditionnés ou un peu liés par le rythme de vie par la rémunération et le rythme de vie qui se sont échelonnés, quoi. Cette vie à la campagne, on était vraiment dans un tout petit village où les gens vivaient de rien, nous a aidé aussi à nous libérer de pas mal de choses. Sur le rapport à l'argent, le rapport au bien. Le rapport à l'image, le rapport aux priorités, etc. Bon, je ne sais pas si on répond bien à la question, mais… Alors, il y a encore 2 autres questions. Dans le quotidien et aussi avec le pic de tentation des fêtes, comment gérez-vous les envies de vos enfants, côté cadeaux, jeux, jouets, vêtements, et les envies éventuellement de vos proches à les gâter sans tenir compte de ce désir de sobriété et de choix responsable que vous avez posé? D'abord, j'ai envie de dire, avant que tu complètes, que pour nous, on essaye de ne jamais oublier que le cadeau, c'est un acte d'amour. Et que fondamentalement, c'est ça qui est essentiel. Et de ne pas oublier ça. Donc, tant que ça reste un acte d'amour, quel que soit le cadeau, finalement, l'essentiel n'est pas perdu, quoi. J'ai envie de dire ça peut-être en préambule. Oui, j'avais pas grand-chose qui me venait. Je sais pas, nos enfants n'ont pas beaucoup de demandes. Je dirais que c'est pas vraiment un sujet, quoi. On a réussi on peut constater aujourd'hui qu'on a réussi à rendre nos enfants assez détendus par rapport à cette question-là. Donc, bien sûr, ils ont leurs demandes, ils ont des envies, ils ont des désirs. On ose parler du Père Noël, même si on est chrétien. On leur dit, voilà, vous allez pouvoir faire votre liste ou vous pouvez nous dire ce dont vous avez besoin. Envie, surtout. Et puis après, on le partage volontiers aux grands-parents, aux parrains-marraines. Voilà, ils ont déjà un cadeau de chaque grand-parent, un cadeau du parrain, un cadeau de la marraine. On trouve que ça fait déjà beaucoup. Donc après, nous, on va offrir quelque chose qui leur fait vraiment plaisir ou une sortie. Une chose qui montre, je trouve que nos enfants trouvent un registre qui nous correspond, c'est que pour nos anniversaires, par exemple, alors ils nous font toujours des cadeaux, ils sont mignons comme tous les enfants, mais un cadeau qui marche très très fort chez nous, c'est le bon pour. Donc, c'est un bout de papier où c'est bon pour un petit déjeuner au lit pour papa, bon pour une promenade avec ta fille, bon pour. Et en fait, c'est vraiment en fait un moment de qualité pour faire simple. Alors, c'est peut-être leur langage d'amour, mais en tout cas, c'est un moment de qualité qui se suffit en fait. Et donc, des plus petits aux plus grands, ce registre-là de cadeaux leur convient bien et fait que c'est toujours des moments de joie au-delà du présent qu'on ouvre pour Noël et qui doit être grand, qui doit être dernier cri, qui doit être, etc. Donc ça s'éduque un peu, tout sans, comme le disait Adeline tout à l'heure, sans nier leur désir, sans nier le regard d'envie qu'ils ont sur ce qu'ont leurs copains et leurs copines. Voilà, sans nier ça, c'est un sujet de discussion et c'est un sujet qu'on réajuste progressivement tout en étant le plus détendu possible. Comme tous les enfants, ils ont beaucoup plus d'envie que ce qu'ils vont réellement avoir. Mais au moment de Noël et d'ouvrir les cadeaux, ils ne sont pas tristes de ne pas avoir eu tout ce qui était sur la liste, mais ils se réjouissent parce qu'ils ont un peu oublié tellement il y avait de choses.
Alors, On veille, on a parfois été pénible vis-à-vis de nos familles, mais pour qu'ils aient pas trop de cadeaux, pour qu'ils puissent vraiment en profiter. Parce que les premiers Noël, quand ils étaient très jeunes, on les voyait ouvrir, puis à peine regarder parce qu'il y avait une pile, puis en plus, dans nos familles, on peut être très nombreux. Donc, on se retrouve à plein avec des tonnes de cadeaux, il y a des papiers dans tous les sens. Et on voyait que ça allait pas. Donc, on a essayé de limiter, de plus offrir à tous nos neveux, par exemple, mais c'est juste les parrains marraines qui offrent pour limiter, pour que les enfants profitent mieux du cadeau. Voilà, pour pas que ça finisse dans un coin. alors, Grégoire vous demande, y a-t-il des domaines dans lesquels vous avez des difficultés à mettre en œuvre l'écologie intégrale? Êtes-vous en perpétuelle recherche de nouveaux efforts? Et si oui, ne pensez-vous pas qu'il s'agit d'un puits sans fond? Alors, on préfère l'image du chemin que du puits sans fond, mais au sens où c'est vraiment un chemin. Voilà. Et donc un chemin pour nous, c'est un chemin sur lequel on avance, c'est un chemin sur lequel on va à notre rythme, c'est un chemin sur lequel parfois on fait marche arrière parce que le contexte, parce que ce qui est possible, comme l'illustrait Adeline tout à l'heure, mais c'est un chemin sur lequel d'autres sont plus en retard que nous, d'autres sont plus en avance que nous. Donc on avance sur ce chemin-là, un peu comme on peut. Parfois les choses ont réussi, parfois les choses ont réussi pas. On se met pas une surpression. On parle pas de ça tous les jours. Voilà, on parle pas de ça tous les jours. Mais on essaye malgré tout, entre guillemets, d'être exigeant et d'être honnête en fait. Voilà, d'être honnête un peu avec nous-mêmes sur la réalité de notre vie. Voilà, il suffirait que vous veniez chez nous pour vous rendre compte de tout ce qui ne colle pas. Et d'ailleurs, ça arrive que certains viennent chez nous et disent vous faites pas ci, vous faites pas ça. Ben, voilà. Ça, votre potager, voilà, nous, on n'a pas la main verte, on a essayé un potager, on a un peu réussi, un peu raté. Voilà, donc oui, il y a plein de lieux sur lesquels on n'a forcément pas investi. Il y a forcément des lieux sur lesquels certains… régulièrement. Voilà, on en découvre, on sent que ça nous travaille à l'intérieur, ça nous continue de nous convertir. Donc, comme le disait Adeline, dans les 5 conditions, il faut que ça reste un chemin de joie, il faut que ça reste un chemin avec une juste exigence, il faut que ça reste un chemin juste, quoi, juste et bon, quoi, qui nous met dans la joie. Je pense que pour l'instant, on est encore dans la joie d'avancer, quoi. Même si on voit qu'ils nous, effectivement, je ne dirais pas que c'est un puissant front, mais bon, voilà, je prendrais une autre image, c'est tout, mais l'idée est là, quoi. C'est vrai que c'est infini, en fait. Mais en même temps, ça me réjouit que ce soit infini parce que on avance, quoi. Oui, peut-être un point, vraiment, je partageais ça à Adeline hier. Au-delà de j'ai fait ça, désormais j'ai changé, etc., ce qui est factuel, ce qui est vrai, ce qu'on peut mesurer. Il y a aussi à un moment donné le fait de faire l'expérience, de goûter au fait qu'en fait on s'est transformé de l'intérieur, qu'on s'est transformé de l'intérieur, notamment sur la question du rythme. À un moment donné, de constater qu'on est confortable avec ce nouveau schéma de vie, ce nouveau rythme qu'on a mis en place, cette nouvelle façon d'être avec nos enfants, le fait de voir nos enfants, là, nos 2 aînés à l'école à la maison, encore une fois, peut-être ça s'arrêtera l'année prochaine et peut-être qu'on le fera pas pour les autres. Donc, c'est pas un absolu, mais de se rendre compte qu'il y a des choses qui sont ancrées, en fait, et qui sont pleinement vécues. On n'est plus dans le faire et on n'est plus à la force du poignet. On est dans quelque chose qui s'est transformé en nous. Et de pouvoir constater ça, là, nous met dans une joie profonde et on a le sentiment de faire ce qu'on a à faire, quoi. Même si le champ est encore grand et qu'on est bien pauvre. Alors, il y a une toute dernière question qui ouvre un champ immense. Comment réconcilier l'écologie et le progrès? Alors là, derrière ça, il y a une belle question, qui est la question de la décroissance. Je suis content qu'on puisse l'aborder, puisque le pape François l'aborde dans l'encyclique Laudato Si à grands cris, puisque ça a fait une grande polémique, notamment dans les milieux chrétiens, protestants et catholiques, notamment dans le monde économique. Cette question-là, elle est intéressante. Alors, j'ai l'habitude de répondre là-dessus, que je me sens franchement incompétent pour savoir s'il faut oser la décroissance économique ou pas, si c'est vraiment bien ou si c'est pas très bien. En revanche, ma conviction sur à quoi j'arrive, c'est qu'en fait, la décroissance, elle vient d'abord d'une vraie décroissance intérieure. Et que si vraiment, intérieurement, dans notre relation au Christ, mais pas que, on avait une vraie décroissance intérieure. C'est-à-dire que finalement, dans notre relation au bien, dans l'accumulation, dans la toute-puissance, dans le besoin de sécurité, dans le besoin de réussite, dans le besoin de financier, finalement, on avait une vraie décroissance intérieure qui amenait à une vraie sobriété, alors finalement, on serait dans un rapport au progrès, à la réussite qui serait plus ajustée, en fait. Voilà. Donc, notre réponse là-dessus est moins économique ou technologique que peut-être décroissance intérieure et rapport juste et sobre et à la technologie, et à l'économie, et à la finance, et au bien, en fait. Voilà. Ce serait ça notre réponse.
espérant Eh que ça bien, reste. merci infiniment. On a débordé un tout petit peu sur le temps imparti. Merci infiniment à tous pour vos belles questions. Merci beaucoup, Adeline et Alexis, pour vos réponses vraiment passionnantes. Il y aura encore beaucoup de choses à dire sur le sujet. Et je sens que d'autres trépignent pour poser encore des questions, mais là, on va devoir s'arrêter. Voilà, je voulais simplement vous dire que Il est vivant, c'est un trimestriel, donc 4 numéros par an, sur des thèmes qu'on essaie d'approfondir. La dernière fois, nous sommes partis de la situation actuelle, de la crise Covid-19, pour voir à quel nouvel art de vivre, justement, nous invitait l'encyclique Laudato Si et voilà, notre regard de chrétien. Donc, eh bien, on va terminer dans l'espérance et on va se remettre entre les mains du Père, si vous voulez bien, tous ensemble. Notre Père, Notre qui Père, es qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que que ton ton règne vienne, ta que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. notre aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Eh bien, un immense merci et j'espère que vous avez tous passé une très très bonne soirée. Merci à chacun, Merci merci beaucoup. Laurence et à bientôt. À très bientôt. Bonne nuit.